Les rabbins de l'espace, épisode 2, le culte des étoiles. Putain, je payerais cher pour boire quelque chose d'un peu fort. Mais le seul truc qui reste dans le vaisseau, c'est ces panachés cachers Seban. Certifié cachère, certifié panaché, certifié Seban, comme disait la pub. Et tout le monde sait que c'est la boisson la plus dégueulasse jamais produite. On avait été obligé d'en prendre 200 caisses avant le départ, parce que Monsieur Seban était le sponsor officiel du voyage, et qu'il fallait qu'on ait un panaché à la main lors de chaque communication avec la Terre. Ça avait été le tollé quand Yossi avait émis des doutes sur la cache-route des panachés après avoir hacké le système de surveillance de leur usine et constaté que Monsieur Seban venait rajouter lui-même en douce de l'authentique fromage Münster pour améliorer le goût des panachés. Les Froum avaient alors décidé tout net d'arrêter d'en boire parce que c'était pas cachère, et tous les autres, juste parce que c'était dégueulasse. Seuls Jean-Thomas et Evelyne continuaient à se forcer à en boire parce qu'ils avaient, je cite, une obligation morale envers notre sponsor. C'était aussi Jean-Thomas et Evelyne qui voulaient absolument qu'on renomme le vaisseau en le Tikkun Olam. Putain de libéraux. Ils voulaient toujours tout appeler Tikkun Olam. Je me rappelle encore la première fois que je leur ai parlé. C'était le jour de la mort de Monsieur Amar. On en était au 29e jour du voyage et c'était Rosh Chodesh Adar selon le calendrier terrien. Yossi n'arrêtait pas de crier que vu qu'on n'avait plus de lune, c'était une aberration de fêter Rosh Chodesh dans l'espace. Mais on s'en foutait. On avait organisé un minyan spécial pour Rosh Chodesh, avec Shlomo. Et presque tout le monde, même les Fry, était venu fêter ça avec nous. Il y avait vraiment une bonne ambiance. Tout le monde discutait. Les deux yeshivicheurs étaient encore en train d'essayer de convaincre Yossi que son pile-poule montrant qu'il fallait tout le temps faire Shabbat mi-safek était absurde. Ça n'a pas de sens de parler de safek ici. Il n'y a aucun safek, expliquait-il, excédé. Laissez tomber. Des mechalélés chabos comme vous pourront jamais vraiment comprendre ce genre de truc. Les kabbalistes s'échinaient à lui expliquer qu'il ne pouvait pas se convertir au judaïsme, puisqu'il n'avait pas d'âme. Ce à quoi il répondait que, selon le Zohar robotique qu'il venait d'écrire, c'était eux qui n'avaient pas d'âme. Bref, tout le monde s'amusait bien, quand Jean-Thomas était venu me prendre à part. « Monsieur le capitaine, je pourrais vous toucher un mot, s'il vous plaît ?»« Bien sûr, toujours là pour vous servir, » avais-je répondu en souriant. « Voilà, vous voyez, je suis certes ingénieur balistique sans prétention, mais j'ai toujours été un amateur d'astronomie. Et depuis ma cabine, je buvais un petit panaché Seban, tout en observant les étoiles visibles autour de nous. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer. Puis, j'ai fait des calculs. Quelque chose ne colle pas. Selon tous mes calculs, il me semble bien que nous dévions fortement de notre trajectoire. » Mon sourire se glaça. Le consistoire, à l'origine du projet Last Galout, avait tracé un profil exhaustif de chaque voyageur. Je les avais épluchés moi-même pour être bien sûr qu'aucun ingénieur, astronome ou quiconque qui aurait pu se rendre compte de quoi que ce soit ne prenne part au voyage. Comment aurais-je pu penser qu'un simple amateur d'astronomie aurait pu avoir la capacité de faire des calculs de trajectoire spatiale ? Une goutte de sueur glissa le long de ma tempe. Une explosion salvatrice retentit dans le vaisseau. « Un trou énorme à l'arrière !» cria Shlomo en courant dans la salle. « Qu'est-ce qui a causé ça ?» « Je n'en ai aucune idée, mais c'est grave. Tout l'oxygène est en train d'être aspiré par la brèche. Putain de merde !» « Il faut larguer l'arrière du vaisseau. C'est la seule solution !» Je courus à l'arrière du vaisseau, dans la tempête que causait l'air fuyant à toute vitesse à travers la brèche. Elle était énorme. « Si on largue l'arrière du vaisseau, on perdra le moteur et on ne pourra jamais arriver à destination !»« On n'a pas le choix. C'est ça ou la mort !» Nous devons atteindre notre objectif, coûte que coûte, lui dis-je froidement. Je regardai Shlomo dans les yeux. Il sut immédiatement que ma décision était irrévocable. « Tu es prêt à tous nous tuer ?» commença-t-il. « Nous allons nous en occuper », fit une voix derrière nous. Je me retournai pour voir qui avait parlé. C'était Michel Amar, accompagné de son fils Maurice, les deux juifs de l'isolation à 1 euro. Je détestais ces mecs. « Nous allons isoler la brèche. »« Mais qu'est-ce que vous racontez ? Il ne s'agit pas d'arnaquer des vieux paysans. Vous risquez de mourir !» Michel Amar jeta un regard vers son fils, qui acquiesça d'un signe de tête. « Alors nous mourrons pour la bonne cause. » Ils commencèrent immédiatement à déployer leur matériel d'isolation à l'arrière du vaisseau. Je les observais faire sans savoir comment réagir.
Shlomo fut plus vif que moi. Préparez une tenue de sortie complète! Cria-t-il. Il avait tout de suite compris comment cela allait finir. Une isolation placée seulement du côté intérieur ne suffirait pas. Il leur serait nécessaire d'appliquer une deuxième couche du côté extérieur, dans le vide spatial. « Il n'y a pas le temps !» dit Monsieur Amar, alors qu'il venait de finir d'appliquer la première couche isolante. « Préparez tout le matériel le plus rapidement possible !» lançai-je difficilement. On commençait à sentir les effets du manque d'oxygène. Nous avions du mal à respirer. Avant que quiconque ait pu préparer le matériel nécessaire, Monsieur Amar était déjà dans le sas de sortie, un simple casque sur la tête. Le casque contenait une micro-réserve de secours d'1 minute d'oxygène. Il nous regarda en souriant d'un air triste, en appuyant sur le bouton de sortie. « J'aurais bien voulu voir la terre promise, » dit-il laconiquement. « Vous penserez à moi, les jeunes. » Un instant après, il était dehors, dans le vide spatial, et il réussit à se plaquer contre la paroi du vaisseau pour appliquer le matériel isolant. Le compte à rebours avait commencé. Cette minute fut la plus longue de nos vies. Nous avons retenu notre souffle pendant que M. Amar se démenait pour appliquer le matériel de l'isolation à 1 euro sur la brèche. Petit à petit, le son de l'air fuyant du vaisseau par la brèche se tut, jusqu'à disparaître complètement. M. Amar avait réussi. On tira tous aussitôt le câble de son casque pour le ramener à l'intérieur. Il fit alors quelques pas dans le silence du vaisseau, soutenu par son fils et Shlomo, avant de s'écrouler sur le sol. « Papa !» Nous nous pressâmes tous autour de lui. « Écoutez-moi bien, vous tous, » soupira-t-il difficilement alors que la vie le quittait peu à peu. « Nous, les Juifs de l'isolation à 1 euro, avons lutté durant des centaines de générations contre la dégradation de la Terre, en équipant tous les ménages de matériel isolant et de pompes à chaleur. Et tout ça... Et tout ça... Papa, arrête! Tout le monde sait déjà tout ça! Shlomo et moi, nous nous regardâmes, gênés. Et tout ça pour la modique somme de 1 euro. Les gens pensaient que nous ne faisions ça que pour l'argent. Mais peu nous importait de les démentir. L'important, pour nous, était que le travail soit fait. Nous avions tous les larmes aux yeux. Ne faites pas les mêmes erreurs. Ne détruisez pas Kenaan 7. Les yeux de M. Amar se fermèrent pour la dernière fois. Papa! Nous envoyâmes sa dépouille dans le vide spatial pour qu'il fasse un avec l'univers qu'il avait toute sa vie cherché à défendre. Maurice, quant à lui, commença ses shivas. Je changeai mon point de vue à jamais sur les Juifs de l'isolation à 1 euro. Tandis que nous organisions les shivas pour Maurice Amar, je sentis le regard de Shlomo et Jean-Thomas peser sur moi. Shlomo parce qu'il m'avait vu capable de mettre en péril tout le monde pour atteindre mon but, Jean-Thomas parce qu'il savait que quelque chose n'allait pas. Vous qui écoutez cet enregistrement, je ne sais pas comment vous me jugerez. Serais-je considéré comme un meurtrier, un menteur, un faux prophète ? Mais je tiens à ce que vous sachiez que tous mes crimes n'avaient qu'une seule visée, qu'un seul but, la vérité. Ce qui est fou, c'est que j'étais si sûr de moi en partant que l'idée que j'étais en train de guider des dizaines de gens vers une mort certaine ne m'a même pas effleuré l'esprit. Tous les choix portent leurs conséquences. Tous les mensonges se paient. Il est temps que je vous explique quel était le but officiel du Last Galout. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec l'histoire juive, celle-ci a connu au final 7 terres promises. La première était située, selon les textes sacrés, sur une minuscule bande de terre, à l'est de l'Égypte. Après quelques péripéties et de nouvelles recherches linguistiques, il s'est avéré que le mot « Mizrar » désignait en réalité l'ouest et non pas l'est, et que Mitzrayim était en fait l'Arménie. La mer Rouge correspondait précisément au lac Van Golu. Ainsi, on découvrit que la terre promise était en réalité la Turquie. Les Juifs se tournèrent vers elle. Une guerre s'ensuivit. Victoire, défaite. Victoire, avec un goût de défaite, puis défaite, avec un goût de défaite. Les Juifs, las,
tentèrent alors une nouvelle approche en décidant de s'installer définitivement dans le métaverse, occupant un serveur tout entier, sponsorisé par le consistoire et Mark Zuckerberg en personne, immortel depuis qu'il avait uploadé sa conscience dans le métaverse, qui s'auto-désigna lui-même comme roi des Juifs. À ce qu'il paraît, la période du métaverse fut une période faste, puisque les Juifs ne connurent aucune menace physique. Mais il était insupportable pour certains d'être soumis à la domination du roi Zuck. Des révolutionnaires sabotèrent le serveur et détruisirent Canaan 3. C'est au même moment qu'on découvrit que les linguistes, qui formaient en réalité une conspiration pour la paix au Moyen-Orient, avaient menti, et que le Mizrar désignait bien l'Est, et Mitzraïm, l'Égypte. Les Juifs décidèrent donc de tenter de retourner là-bas. Mais il se passa littéralement exactement la même chose que la première fois. Rien de particulièrement convaincant. Recyclant une vieille idée, et plutôt que de s'embrouiller avec tout le monde, les Juifs se demandèrent alors s'ils ne devraient pas s'installer tranquillement en Ouganda, Canaan 5, le soleil de l'Afrique. Tout le monde fit ses valises et prépara le départ. Mais après des recherches approfondies, il s'avéra que l'Ouganda était en réalité déjà habité par des gens, les Ougandais. Les Juifs finirent donc par abandonner leur idée d'une terre promise pour eux seuls et décidèrent qu'il était désormais plus raisonnable de considérer que leur terre promise était, de facto, l'exil. Le raisonnement ne convainquit pas grand monde, mais comme on n'avait rien de mieux à proposer, alors personne n'y redit rien. La situation resta ainsi pendant plusieurs millénaires, jusqu'à l'ère moderne, avec tous les bouleversements que vous connaissez. On en était à ce moment-là. Et on ne peut pas dire que tout allait bien, mais disons qu'on s'était habitué, quand le projet de l'Asgalout fut enclenché. Attendez, plutôt que de me baser sur mes souvenirs, je crois que... Voilà, il me restait un prospectus pour le voyage. Ce prospectus audiophonique vous est fourni par le Consistoire central galactique. Chers membres de la communauté juive galactique, nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle et excitante dans l'histoire de notre communauté. Une découverte révolutionnaire a été faite. Une exoplanète, située bien au-delà des confins de notre galaxie, a été identifiée comme étant parfaitement habitable et ressemblante à un véritable paradis terrestre. Le consistoire galactique a décidé d'en acquérir les droits auprès du consul et de la baptiser Canaan 7. Le consistoire central galactique, en collaboration avec les pionniers de l'exploration spatiale et les panachés Seban, est ravi de vous offrir l'opportunité unique de faire partie des premiers explorateurs et colons de cette nouvelle terre promise. Canaan 7, en bref, climat idyllique, paix totale, un équilibre parfait entre ensoleillement et précipitation, similaire à un climat terrestre paradisiaque. Combien y a-t-il de peuples à chasser pour nous installer sur Canaan 7, demanderez-vous? 7, 1 peut-être? Non. Il n'y a aucune population autochtone consciente sur Canaan 7, donc personne à chasser ni à exterminer. On a vérifié plusieurs fois. Richesse de la flore et de la faune, un écosystème diversifié et florissant, rappelant les jardins d'Éden. Tous les animaux des Canaan 7 ruminent, possèdent des sabots fendus, des écailles et des nageoires. I never saw something kosher like this. Rav Thompson, responsable de cache-route aux usines Seban. Opportunité infinie pour la culture, la science, l'éducation et le développement spirituel dans un environnement ouvert à tous. Imaginez un espace si gigantesque qu'il soit possible de créer des dizaines et des dizaines de synagogues différentes pour abriter chacune de vos petites particularités. Comment participer? Réunion d'information. Visitez le site du consistoire galactique pour obtenir plus d'informations et candidater gratuitement. Requiert l'extension Adobe Flash Player. Processus de sélection. Un programme de sélection approfondi pour assurer une communauté naturelle, diversifiée et dynamique. Ensemble, construisons une nouvelle maison sous les étoiles. Financement disponible via les CPF. Vers un nouvel horizon. Shalom et bon voyage. Je sais pas si ce prospectus doit me faire rire ou pleurer, maintenant que j'en suis là. Qu'est-ce qui poussa le consistoire à enclencher le projet l'Asgalout et le prétendu voyage vers Canaan 7? C'est la question que tous les voyageurs auraient dû se poser avant de s'inscrire au programme. Pour moi, qui connaissais la vérité, je ne pouvais que voir comme des imbéciles ceux-ci qui oubliaient les leçons de l'histoire. Aussi loin que vous tentiez de la fuir, l'histoire vous rattrape. On découvrit le soir même que la brèche du premier radar n'était pas accidentelle, mais causée par un tir ennemi.
le tir d'un vieil ennemi. La suite, dans Les Rabbins de l'espace, épisode 3, de génération en génération.